Bonjour, bienvenue sur Talents Précieux, le podcast qui révèle ces compétences qui font la différence. Je suis Amélie Dag et avec Perrine Corvézier, nous dirigeons la société Human Learning Expedition ou HLX qui produit ce podcast. Pour tout savoir sur ce que nous faisons et retrouver les références de cet épisode, rendez-vous sur le site humanlx.com, humanlx.com. Une fois que tu as trouvé ta voie, tu es en cohérence totale, tu tiens debout dans ta colonne, tu es droite dans ta colonne, tu sais où tu es, tout est aligné, c'est juste une évidence. Et donc ce n'est même pas du boulot, même si on travaille 18 à 20 heures par jour, c'est même pas travailler quoi quelque part, c'est juste normal. Le métier de Juliana Angotti, c'est de réaliser les rêves de ses clients en organisant pour eux des voyages sur mesure. Elle a pour cela créé l'Hédoniste, une maison de voyage comme elle l'appelle. Descendante d'explorateurs et d'aventuriers, détentrice de 3 passeports, parlant 5 langues, ayant grandi au Brésil et effectué elle-même un tour du monde, elle n'est certainement pas arrivée à ce métier par hasard. Vous l'entendrez parler d'écoute, de confiance, de franchise, de patience, et puis de la force du travail, sans lequel rien ne peut se faire. Encore un épisode qui vous fera voyager. Bonne écoute! Bonjour Juliana. Bonjour Amélie. Merci de me recevoir chez toi et dans ton bureau, c'est bien ça? Oui. C'est les deux. Mm-hmm. Je commence par une question super simple. Quel est ton métier aujourd'hui? Mon métier, c'est d'exaucer les rêves des clients. C'est-à-dire que j'organise de très beaux voyages pour des familles, pour des couples, pour plusieurs générations de familles, de la meilleure manière possible, pour qu'ils soient heureux. Waouh. Donc c'est du méga sur mesure, de la dentelle fine, c'est ça? Oui, c'est vraiment du vrai sur mesure. Il n'y a jamais de copier-coller. À chaque fois, c'est une nouvelle création. C'est comme une robe. Et d'ailleurs, j'appelle ça des voyages haute couture. D'accord. C'est le terme que j'emploie. Okay. Donc, c'est un peu comme un créateur de robes de mariée ou un créateur d'habits. Mm-hmm. À chaque fois, je repars de zéro. Je discute beaucoup avec le client. Je fais psy aussi. J'essaie de le comprendre, de savoir qui il est, ce qu'il aime, quels sont ses rêves à ce moment-là. Parce que parfois, quand tu pars en voyage au mois d'avril, tu n'as pas les mêmes envies qu'au mois de décembre. Et si tu pars juste en couple, tu n'as pas non plus les mêmes envies que si tu pars avec tes parents et tes enfants. Et donc voilà, à chaque fois, c'est un travail énorme. D'orfèvre. Et d'orfèvre, ouais, un travail d'orfèvre. Et tu fais ça depuis combien de temps? Alors, ça fait 15 ans que j'exerce ce métier, mais j'étais un peu de l'autre côté parce qu'avant, je ne faisais aucune vente. Donc, pendant 14 ans, j'étais vraiment dans le côté création, imagination, mais je m'arrêtais là et je donnais toute la boîte à outils à des vendeurs. On avait 40 vendeurs. Tu construisais des voyages, des parcours, c'est ça? Mm-hmm. Et là, depuis plus d'un an, presque 1 an et demi, j'ai monté ma propre maison de voyage. Alors, j'appelle ça une maison de voyage parce que j'avais pas envie d'appeler ça un tour opérateur, même si c'est le terme consacré dans mon métier. Ça fait moi rêver. Ah, tour opérateur, bonjour, avec le micro chinois et tous les drapeaux. Non. Et donc, j'ai voulu appeler ça une maison de voyage. À ma connaissance, ce n'est pas un terme qui existe dans le métier. C'est vrai. Mais voilà, c'est ma façon de voir les choses et je pense que c'est important aussi, dès le nom, de dire qui on est et comment on souhaite créer ces voyages-là. Et voilà, donc c'est une maison de voyage qui s'appelle l'Hédoniste. Très bien. Et le voyage, tu es tombée dedans quand tu étais petite, je crois comprendre, non? Oui, alors effectivement, je n'ai aucun mérite parce que je suis née au Brésil. J'ai des grands-parents explorateurs qui ont défriché le Brésil à la fin du 19e, enfin des arrière-grands-parents, à la fin du 19e à grands coups de hache. Donc c'était un peu les immenses terres de l'époque. Et du coup, effectivement, je pense que j'ai ça dans le sang. J'avais un grand-père aviateur qui a été le premier à apporter un avion commercial des États-Unis jusqu'au Brésil en faisant plein de sauts de puce pour s'avitailler entre chaque vol. Voilà. Ensuite, j'ai fait un tour du monde. J'ai 3 passeports. Donc oui, le voyage, c'est normal pour moi, c'est naturel. 3, rappelle-moi. Alors, 3 passeports français. Brésiliens, italiens et français. Donc, attends, vas-y, écœure-moi, tu parles quoi? 4-5 langues faciles, là, non? Ouais, c'est ça. Oui. Ok. Et je me sens à l'aise dans plein de pays du monde, en fait. C'est ça qui est bien, c'est de se dire,
on prend un passeport et on y va, quoi. Et on se débrouille et on va trouver des choses. Alors, ce n'est pas la façon de voyager de mes clients, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas le temps et ils veulent que tout soit minuté, que tout soit bien fait. Mais quand on peut faire ça, c'est bien aussi. Donc explique-moi, c'est toi qui prépares tout le voyage en amont et tu es en relation avec le client une fois qu'il est sur place aussi, ou c'est plus ta partie, ça? Si, alors, effectivement, je prépare tout le voyage en amont avec les clients. Plusieurs fois, ça prend autant d'heures que ça prend. Je ne travaille pas au compteur. Il faut que tout soit parfait. Donc peu importe le nombre d'heures, c'est un travail immense. Une fois que le voyage est fait, j'ai des relais sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc les clients ont toujours le numéro d'urgence du guide, le numéro d'urgence du bureau, et si besoin, bien sûr, évidemment, je suis toujours disponible. Mais comme il y a souvent 7 heures de décalage horaire, mieux vaut qu'ils essaient de régler les problèmes sur place. Mais je suis toujours là, et je touche du bois, on n'a pas eu de problème pour l'instant, donc c'est plutôt positif. Et est-ce que tu as eu des demandes extravagantes depuis que tu t'es lancée? Alors oui, j'ai eu des demandes pas forcément extravagantes, mais difficiles et très longues à traiter, parce que c'est vrai que quand on fait du sur-mesure, tout est très long, et organiser un voyage de 15 jours, ce n'est pas organiser un voyage de 3 mois. Effectivement, j'ai déjà organisé 3 tours du monde, et en ce moment même, je termine un tour du monde pour une famille qui décolle le 26 mai prochain. Un papa et une maman qui travaillent dans le vin tous les deux, qui sont vignerons depuis des générations, qui ont une pression énorme et qui souhaitent montrer le monde à leurs petites filles. Ils ont 3 petites filles et ils partent pendant 2 mois à partir du 26 mai prochain. Et ça, c'est un travail qui est énorme parce que c'est vraiment de la dentelle et c'est tous les jours. Donc, il faut pas les lâcher, il faut pas les larguer dans la nature n'importe comment. Donc, voilà. J'ai une autre maman en ce moment qui est seule, qui a divorcé et qui est partie avec ses 2 filles de 5 et 10 ans. Et elle, c'est 6 mois de tour du monde. Et là, donc c'est pareil, c'est hotline tous les jours pour savoir où elle en est, si tout va bien, s'il y a des choses à ajuster, à rééquilibrer. Et c'est un travail, c'est énorme d'organiser 6 mois de voyage. Il faut penser à tout, l'horaire du bus, à quelle heure est l'avion, faire un carnet de voyage aussi qui soit conséquent, où il y ait toutes les informations. Donc ça, oui, ça fait partie aussi de mes spécialités. Tous mes confrères refusent de faire des tours du monde parce que c'est un travail colossal. Ouais. Et finalement, comme on est dans des budgets plutôt tenus, puisqu'on ne peut pas partir 6 mois, enfin bien sûr qu'on peut, mais voilà, on n'est pas tous Bernard Arnault, n'est-ce pas? On est dans des budgets plutôt tenus, et donc au bout du bout, financièrement, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, mais moi je trouve ça magnifique comme projet. Moi-même, j'ai fait un tour du monde et je trouve ça fabuleux de pouvoir aider d'autres familles à en faire. Et de leur faire bénéficier de mon expérience, même si moi je l'ai fait en sac à dos et de manière beaucoup moins organisée, ça c'est sûr. Plus artisanale. Ouais, beaucoup plus artisanale et plus improvisée aussi. C'est génial, j'ai l'impression que tu voyages un peu avec eux, non? Une fois qu'ils sont partis, Ah oui, alors je voyage tout le temps. En fait, tous les jours, je travaille, mais j'ai pas l'impression de travailler. Parce que toute la journée, je vois des images sublimes d'hôtels incroyables. Et tous les jours, je découvre des hôtels en Italie, en Tanzanie, aux États-Unis. Enfin, tous les jours, je découvre des hôtels superbes. Je découvre des guides qui proposent des manières un peu différentes de visiter les villes. Et donc, ce seront des découvertes de leur ville à leur manière. Ça peut être un artiste, ça peut être un photographe, ça peut être un écrivain qui va t'emmener visiter sa ville à Hanoï, à Bangkok. Une autre manière aussi, ça va être visiter Jaipur à vélo aux aurores, alors qu'il n'y a pas encore trop de monde, ni trop de voitures dans la rue. Et tout ça, voilà, tous les jours, je découvre des choses qui existent. Et donc, c'est fantastique de se lever le matin, de pas savoir ce que sera notre journée. Et puis d'apprendre toute la journée aussi. Il y a une question qu'on pose à tous nos invités dans ce podcast, qui est, est-ce que tu peux me raconter le succès professionnel qui te vient à l'esprit là? Alors, c'est vrai que définir le succès n'est pas facile et c'est très subjectif. Moi, le succès professionnel, c'est que j'arrive à vivre de mon métier. Tout simplement, j'arrive à payer mon appartement, j'arrive à payer l'école de mes enfants, j'arrive à acheter à manger, j'arrive à avoir des demandes 1, 2, 3 par jour maintenant, ce qui est énorme. J'arrive aussi à concrétiser ces demandes, parce qu'avoir des demandes, c'est très bien. C'est encore mieux de les vendre. Et j'ai plus de 9 clients sur 10
qui m'appellent et qui achètent leur voyage chez moi, ce qui est absolument énorme comme taux de concrétisation dans le tourisme. Donc ça peut être une définition du succès. Ok, c'est pas mal, effectivement. Comment tu fais pour réussir? Qu'est-ce que tu t'appuies sur quoi? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, je pense que j'inspire confiance parce que ça fait 15 ans que j'exerce ce métier. Donc, c'est pas comme si un jour, je m'étais réveillée en me disant « Tiens, je vais vendre des voyages ». Donc, je crois qu'il y a une vraie expérience qui est là. 2, je pense que je rassure les gens parce que j'ai l'âge que j'ai 45 ans et lorsqu'ils me parlent, ils voient que je comprends aussi ce qu'ils souhaitent. J'arrive beaucoup à lire entre les lignes. C'est un métier assez psychologique en ce sens où parfois les gens ne disent pas tout et toi, agent de voyage, tu es obligé de lire entre les lignes, de deviner leurs pensées, de les anticiper. Et du coup, je suis quelqu'un de... Alors, à la fois, j'arrive bien à les faire parler, j'arrive à les mettre à l'aise pour qu'ils puissent s'exprimer. J'arrive à lire entre les lignes et souvent, je mets les pieds dans le plat. Et donc, je dis, écoutez, est-ce que c'est bien ça? On a bien compris que c'est ça que vous voulez ou vous savez pas trop? Quoi, vous dites rien? Ok, alors c'est trop cher, c'est pas assez cher, c'est pas ce que vous voulez. J'aime beaucoup parler. J'ai remarqué que pour préparer un voyage, il faut avoir beaucoup de temps en amont. Et donc, il vaut mieux vraiment parler avec le client, lui accorder le temps qu'il faut, le temps dont il a besoin. Après, j'ai aussi des clients qui parlent pas du tout. Ils m'envoient un brief de 3 lignes et je me débrouille avec la carte bleue et voilà. Donc ça aussi, ça m'arrive. Et là, c'est pareil. Il faut faire le meilleur voyage possible, au meilleur tarif possible. Donc là, on arrive à un autre point qui, je pense, est important. Ça peut aussi expliquer, comme par hasard, pourquoi je vends autant de voyages. Je fais un vrai service personnalisé, mais à un tarif qui est clairement inférieur à ceux de mes grands confrères que je respecte évidemment, mais qui doivent faire vivre 100 personnes ou 150 personnes. Donc évidemment, on n'a absolument pas la même structure de coûts. Et moi, j'arrive à tirer les coûts, mais tout en faisant une immense qualité et en proposant beaucoup d'écoute. Je travaille aussi le soir, le week-end. Ça aussi, je pense que c'est une tendance actuelle. On n'est pas là, on n'est pas de 9h à 17h. Enfin, c'est pas ça, quoi. Les clients aujourd'hui ont besoin d'être écoutés, peut-être le samedi, peut-être le dimanche. Donc cette grande souplesse d'horaire peut également expliquer cela. Les relations que tu as avec tes clients, tu ne les vois pas forcément, c'est téléphonique ou par écrit, c'est ça, hein? Oui, alors tout à fait, ça dépend vraiment, mais comme mes clients ont plutôt une quarantaine d'années, qui n'ont pas le temps et qui sont tous débordés, comme nous tous, enfin comme souvent, en effet, ce sont des relations téléphoniques, ce ne sont pas du tout des personnes que je connais, ce sont des personnes qui m'appellent parce qu'elles ont lu un article dans le Figaro ou parce qu'elles ont entendu parler de moi par une connaissance. Ou parce que quelqu'un qui est parti avec moi m'a recommandé. Voilà, donc c'est un bon bouche à oreille. Tu nous as parlé là d'inspirer confiance, de flexibilité, j'interprète un petit peu ce que tu viens de dire, d'écoute. Mm-hmm. Ces compétences-là, tu es née avec? L'expérience, non. Les autres compétences, oui, je pense qu'il y a des choses qui sont innées parce que j'aime beaucoup écouter les gens. Je pense être quelqu'un d'assez fin. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'invente pas. Enfin, t'as des gens qui sont juste pas fins et d'autres qui sont fins, je crois. Enfin, je sais pas si ça s'apprend. Je n'en sais rien. Tu disais que c'était l'âge pour la confiance, effectivement, que le fait d'avoir 45 ans, etc., ça a inspiré confiance aussi. Tu penses que ça vient aussi avec l'âge? Oui, je pense aussi. Ouais. Et puis, à force de vendre des voyages, évidemment, je suis beaucoup plus à l'aise. Ouais, plus j'en vends, plus je suis à l'aise. Plus j'arrive à aiguiller le client. Ouais. Plus j'arrive aussi à lui dire, ah non, là, je suis pas d'accord, ce sera pas terrible. Je suis quelqu'un de très franc. Et je ne peux pas vendre un voyage si je vois que ce sera raté ou parce que le client veut m'emmener dans une direction qui n'est pas la bonne, parce que je connais le pays et lui non, ou parce qu'il veut m'emmener dans un pays qui n'est pas quelque chose que j'ai envie de vendre pour des raisons éthiques, par exemple, ça me dérange vraiment. Donc, je sais que le voyage sera pas bon et dans ce cas-là, je préfère refuser de vendre. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois cette année. Voilà, je préfère refuser. C'est un peu ton intuition aussi qui te dicte. Oui. Souvent, tu sens les gens. Ouais. Avec les personnes avec lesquelles tu travailles, que ce soit tes clients, tes interlocuteurs sur place, voilà, toutes les parties prenantes au voyage,
Est-ce qu'il y a une, je sais pas si c'est le mot compétence, est-ce qu'il y a une posture, une attitude particulière que tu aimes bien? Alors moi, je choisis des gens francs autant que possible. Après, on les connaît pas toujours, mais donc la franchise. Je choisis des gens qui travaillent hyper vite parce qu'on est dans un monde où il faut répondre très rapidement en raison d'Internet, puisque Internet, tu cliques sur un bouton, tu as ta réponse. Donc voilà. Bon, là, on fait du sur-mesure, c'est une robe de haute couture, donc tu peux pas avoir une robe de haute couture en 1 minute, ce n'est pas possible. Mais il faut quand même être très rapide, très réactif. Donc ça, pour moi, c'est très important, la réactivité du partenaire et son professionnalisme, la qualité de sa réponse. Ça, c'est l'autre volet. Et encore une fois, les tarifs. Parce que ce n'est pas parce que je vends du luxe que mes clients sont idiots, bien au contraire. Et je déteste me moquer des gens. Ce n'est pas possible. Et donc, je te cite juste un exemple. J'ai reçu un devis hier. C'est une prestation assez simple pour des personnes qui fêtent leurs 50 ans de mariage avec plein d'amis. Donc, il s'agit juste de réserver un magnifique hôtel, quelques allers-retours, réserver un très bon déjeuner à un restaurant étoilé, mais qui sera réglé sur place, une très belle visite de la ville, et voilà. Et j'ai reçu un devis qui me semblait astronomique. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout découpé moi-même, j'ai fait moi-même les prix et j'ai vu que, en gros, ils avaient pris des commissions hallucinantes. Donc, mes partenaires avaient pris des commissions hallucinantes, sachant que moi-même, je n'avais pas encore pris un seul euro. Et donc là, je me suis dit, bah là, en fait, ils se moquent de moi. Et ça, je n'aime pas. Ce n'est pas possible de travailler comme ça. Il faut vraiment beaucoup de transparence, beaucoup de confiance. Et je trouve aussi savoir être raisonnable. On peut gagner, mais il ne faut pas non plus exagérer, je trouve. C'est important pour moi d'avoir un tarif juste. Et ça, c'est des choses que tu détectes à la pratique, j'imagine. Oui. Tu les testes 1 fois, 2 fois, oui. et tu vois vite si oui, tout à fait, exactement. Vont, et après, on change de partenaire, sachant qu'il y en a plein. Moi, j'ai quand même beaucoup de partenaires avec lesquels je travaille depuis plusieurs années. Il y a une vraie relation de confiance, on se connaît très bien. Et d'autres, au contraire, c'est super, c'est une très belle surprise. Des personnes que je rencontre à peine, alors que je rencontre par mail, puisqu'ils habitent en Afrique, ils habitent en Patagonie, et donc voilà, que je rencontre aussi par WhatsApp. Et on se parle et ça y est, alors que ça fait 1 ou 2 fois qu'on travaille ensemble, il y a déjà une vraie relation qui s'est établie et qui marche. Il t'arrive toi d'aller sur place aussi? Je crois que je t'ai vu partir au Sri Lanka récemment, c'est ça? Oui. Ben moi, je pars tout le temps. Je voyage à peu près 20 à 22 semaines par an quand même. Donc c'est énorme. Donc effectivement, récemment, je suis partie au Sri Lanka et je suis d'ailleurs passée devant l'église qui a explosé à Negombo. C'est un pays qui est très compliqué. En fait, pendant 10 ans, on n'avait pas eu de guerre, mais c'est un pays que je connais bien. J'y suis allée plein de fois et je m'en suis occupée. Je m'en occupe depuis 15 ans, en fait. C'est un pays que j'aime. Et la situation est toujours compliquée. Et ça a été comme ça, cette guerre a toujours existé au Sri Lanka. Là, apparemment, c'est encore autre chose, mais parce que c'est assez nouveau d'attaquer des catholiques, en fait. Avant, c'était entre la majorité sri-lankaise et les tigres tamouls. Là, c'est nouveau. Donc, c'est encore une autre façon de faire la guerre qu'on ne connaît pas. On n'a pas vraiment de visibilité. Voilà, je suis allée au Sri Lanka. J'étais en Italie dans les Pouilles pendant 10 jours la semaine dernière. Là, je pars en Égypte dans 15 jours en repérage pour inspecter un très beau bateau qui va être mis à l'eau prochainement. Donc, on va être les premiers à le tester. Ensuite, je pars au Japon mi-juin. Je pars en Patagonie cet été. Oh, okay. Dur. Très dur. Mais c'est pour le travail. Pour le travail. Et j'ai plein de gens qui me demandent s'ils peuvent venir porter mes valises, si j'ai besoin d'une petite main pour prendre des notes. Et tu rencontres des partenaires locaux oui. Ça oui, à ça, bien sûr. De nouveaux supports. Alors, voyager, c'est très important. Parce que déjà, on connaît les pays, on les revoit, les pays changent, il faut le savoir. C'est très important d'avoir une connaissance fraîche des destinations régulières. Donc, c'est vrai que cette partie repérage est un réel investissement, mais très important. Revoir des hôtels, voir de nouveaux hôtels, tester des excursions, tester des visites, rencontrer bien sûr les partenaires, rencontrer les hôteliers. Parce que c'est vrai que du coup, lorsque j'ai des clients, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, j'envoie un mot à l'hôtelier. Je lui dis, voilà, ils fêtent leurs 20 ans de mariage. Est-ce que vous voulez bien les surclasser? Et c'est ça. On est quand même dans un métier qui est extrêmement humain et où l'humain joue un rôle
très important. Et ça, je l'ai remarqué, j'ai de la chance, les partenaires en général m'apprécient et dès que je fais une demande, elle est exaucée. Donc, c'est très agréable de travailler comme ça aussi. Ouais. Ça fait partie du service que je peux fournir aux clients. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ta carrière ? Non, si j'en suis là, c'est parce que j'ai pris plein de baffes avant. J'ai pris des coups. Je n'ai jamais supporté la hiérarchie, par exemple. Ça, tu l'as su tout de suite ? Ah, tout de suite. Voilà. J'ai commencé chez L'Oréal, en plus, donc c'est l'une des entreprises les plus hiérarchisées de France, du monde, certainement, mais en tout cas, en France, c'était très hiérarchisé. Non, j'ai jamais supporté l'autorité, la hiérarchie, qu'on me dise ce que je dois faire, comment et tout ça. Et pourtant, j'ai tenu 14 ans, plus 5 ans, allez, j'ai tenu 20 ans dans le monde de l'entreprise. Ouais. Parce que je pensais que j'étais pas capable de voler de mes propres ailes, parce que j'avais peur, que ce n'était peut-être pas le moment non plus. En fait, je crois que tu es en train de dire que c'est ce chemin qui t'a amené là où tu es aujourd'hui, quoi. Voilà, peut-être que clairement, les choses étaient faites pour se dérouler comme ça. Oui, exactement, voilà. Et puis de dire plus jamais ça, en tout cas. Voilà. Et puis de dire aussi, moi je pense qu'on a plusieurs vies, tous. Et qu'on n'est pas obligé d'être malheureux. Bien au contraire. Et qu'on a le choix. On a cette liberté, en tout cas en France, parce qu'on est quand même dans un pays où il y a des filets et on peut se dire, ok, je tente, j'y vais. Et je pense que si on tente très fort dans un domaine où on est bon, il y a peu de chances de ne pas réussir, je pense. Si on choisit un bon domaine aussi. Après, il faut prendre quelque chose qui a le vent en poupe. Évidemment, je vais pas me lancer dans je ne sais quoi qui n'a aucun avenir, mais c'est très gratifiant, je pense, d'y aller, quoi. De se dire, tiens, je vais monter quelque chose, une certaine aventure, et puis si ça va pas, ça fait rien, on recommence. C'est pas grave. Mais je trouve que la pire des choses sur Terre, c'est de s'ennuyer et de ne pas vivre. Donc voilà. Et je trouve qu'une fois que tu as trouvé ta voie, tu es en cohérence totale, tu tiens debout dans ta colonne, tu es droite dans ta colonne, tu sais où tu es, tout est aligné, c'est juste une évidence. Et donc ce n'est même pas du boulot, même si on travaille 18 à 20 heures par jour, c'est même pas travailler, quoi, quelque part. C'est juste normal. On a tous en tête, enfin moi je sais que j'ai en tête le nom ou les noms de personnes qui m'ont impressionné dans ma vie professionnelle, de manière positive, qui m'ont inspiré ou qui m'inspirent encore d'ailleurs. Et ça peut être des gens que j'ai côtoyés ou comme des gens célèbres que je ne rencontrerai jamais mais qui m'inspirent. Voilà. C'est peut-être ton cas. Mm-hmm. Sans forcément nous dire qui sont ces personnes, est-ce que tu peux nous dire en quoi elles t'inspirent, ce qu'elles font de différent? Les personnes qui m'inspirent sont des personnes qui, un peu pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, qui vivent leurs rêves, qui sont hyper pertinentes dans ce qu'elles font, parce qu'elles sont bonnes, parce qu'elles me font rêver, parce qu'elles vivent une vie qui est faite pour elles. Donc je pense, non mais je vais dire qui c'est parce que c'est pas un secret d'État. Je pense à Sylvain Tesson, qui est à la fois quelqu'un que je connais personnellement et quelqu'un que je connais en tant qu'écrivain, comme nous tous. C'est un écrivain magnifique, un immense écrivain, avec un sens de la formule incroyable, qui a toujours le mot juste ou les mots justes pour exprimer quelque chose que moi je ressens, mais que je ne suis pas capable d'écrire de cette manière-là. C'est un immense explorateur, un peu comme Alexandra David-Nel m'a inspiré également pendant des années, ou comme Ella Maillard m'a inspiré. Donc écrivain voyageur, Ella Maillard était aussi un immense écrivain. Je pense aussi à François-Régis Gaudry, parce que lorsqu'il te parle de gastronomie, eh bien, il te fait rêver. C'est un voyage au cœur des ingrédients, un voyage au cœur des plats, un voyage tout court, parce qu'il voyage énormément d'ailleurs. Donc c'est vrai que les gens qui m'inspirent sont naturellement des gens qui tournent autour de l'univers du voyage. Je pense aussi à Thomas Guasque, qui est un très grand reporter magnifique, photographe pour le Figaro notamment, qui est au cœur de la guerre. Très souvent, c'est un reporter de guerre, mais qui là, par exemple, vient de publier des photos de Notre-Dame de Paris. Ça a été l'un des rares photographes à être admis dans Notre-Dame récemment, et qui nous montre vraiment l'état de Notre-Dame, où en sont les travaux, où en est le travail des experts. Donc il a fait un magnifique reportage très intéressant là-dessus. Et toutes ces personnes m'inspirent parce qu'elles font ce qu'elles aiment, parce qu'elles sont cohérentes
finalement, elles ont une mission sur Terre, je pense. L'un de nous faire aimer la gastronomie, l'autre de nous faire voyager, l'autre de nous montrer des images, de témoigner de choses qui se passent. Et ce sont tous, à mon sens, des artistes. Et ce sont des personnes qui m'inspirent. Il y a aussi Sylvie Guilhem, parce qu'avant, dans une autre vie, j'étais danseuse. Voilà. D'accord. Avant de te réincarner, c'est ça? Dans mon autre vie, parce que je suis bouddhiste, et donc j'ai plein de vies. Non, mais trêve de plaisanterie. Moi, je pense que j'ai eu plusieurs vies avant, hein, et je pense que j'aurai plusieurs vies. Et là, tout de suite, pendant ce court temps qui m'est alloué sur cette terre, j'ai déjà eu plusieurs vies. Et donc, oui, j'étais danseuse avant. Et je passais ma vie à l'Opéra de Paris, dans les coulisses, et Sylvie Guilhem était mon modèle et mon inspiration de tous les jours, de ne rien lâcher, de toujours faire le maximum, d'être là, quoi, d'être présente, d'être sur la balle, comme on dit entre guillemets, c'est voilà, d'être là, quoi, d'y aller. C'était une passion, tu voulais en faire ton métier? Ah oui, non, je voulais en faire mon métier. J'étais en sport-études jusqu'en première, et je faisais 3 heures de danse par jour. J'étudiais l'après-midi, je refaisais un peu de danse le soir. Mais j'ai eu un accident gravissime et donc j'ai dû arrêter la danse tout de suite en raison d'un accident à la cheville. Et donc tu as fait HEC parce que tu n'avais plus que ça à faire. Bah voilà, exactement. Donc là, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais? On est en terminale. Bon, bah, je suis rentrée au lycée Henri IV. Et voilà, effectivement, j'ai fait une école de commerce, mais comme quoi, au fond, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire d'ailleurs à 18 ans ni à 20 ans. Et puis un jour, quand j'étais en tour du monde, à 29 ans, ça m'a paru une évidence et je me suis dit, bah oui, évidemment, il faut que tu travailles avec les voyages, autour des voyages. Si tu devais donner un conseil à une jeune personne qui entre sur le marché du travail aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais d'être patiente et d'être persévérante. Patiente parce qu'on peut se tromper. C'est pas grave, on peut commencer dans les cosmétiques et terminer cuisinier, par exemple. Ça, on peut le faire. On a plusieurs vies, donc c'est pas grave. On a le droit de se tromper, mais il faut y aller. Donc c'est pour ça que je dis aussi persévérante, il faut être courageux. Je ne sais pas trop si aujourd'hui, parce que je ne connais pas les personnes qui rentrent sur le marché du travail, mais pour moi le travail est une vraie valeur. Il faut bosser, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de secret. Tu peux pas réussir si tu travailles pas. On va pas avoir du succès en regardant voler les mouches et en attendant que les clients t'appellent. Ça, je n'y crois absolument pas. Il faut être courageux, se retrousser les manches, essayer encore et encore, se tromper, se prendre des murs. On te dit non, on ferme la fenêtre, bah ça fait rien, tu rentres par la cheminée comme le Père Noël. Si la cheminée est bouchée, tu rentres par la porte. Enfin voilà, il y a toujours des moyens d'y arriver. Et puis si ça va pas, ça veut dire qu'on n'est pas dans sa voie, tout simplement. Et qu'il faut changer de voie. Et puis c'est pas grave de changer de voie. On a beaucoup parlé de soft skills, là on n'a pas forcément dit le nom, mais tu viens de parler de persévérance, tout à l'heure on a parlé de confiance, d'inspirer confiance, etc. Il n'existe pas de définition vraiment arrêtée de ces compétences comportementales. Quelle serait ta définition à toi? C'est ce qu'on est vraiment, au fond de soi. Okay. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ton parcours pro? Suffisamment de santé pour pouvoir continuer à le mener à bien. Parce que c'est la seule richesse qu'on ne puisse pas acheter. Et c'est ce qu'on a de plus précieux. Donc voilà, continuer à faire rêver mes clients. Est-ce qu'il y a autre chose que cette conversation t'inspire et qu'on n'aurait pas abordé, que tu aimerais ajouter là? Ce qui est le plus important dans la vie pour moi, c'est d'être heureux tous les jours. Donc c'est se lever le matin et se dire génial, une nouvelle journée commence, le jour se lève, je suis contente, je suis en bonne santé, je suis debout. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais m'amuser. La joie, en fait, la joie d'être là, la joie de s'amuser, de faire des choses qu'on aime, de réaliser des choses avec ses mains. Et je pense que c'est merveilleux de vivre comme ça et de se réveiller comme ça et de travailler comme ça. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talents Précieux, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talents Précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. Nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et à développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du XXIe siècle. Pour en savoir plus sur HLX,
connectez-vous sur humanlx.com, humanlx.com, ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. À bientôt pour de nouveaux épisodes.